pour ces petits soucis techniques. J'espère que ça ne présage pas de la suite de la présentation. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à vous de vous être connectés à distance sur cette session qui vous intrigue peut-être. Mon but, c'était de vous partager un petit exercice qui, je l'avoue, est complètement expérimental. C'est un peu le fruit d'une réflexion que je nourris depuis quelques années autour de la notion de problème et notamment des perspectives que la pensée Lean offre par rapport à ces problèmes. S'il y a des praticiens confirmés du Lean dans la salle, je vous demande d'avoir un regard un peu clément dans le sens où je suis plutôt une apprentie permanente. Commençons, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, merci aux sponsors. Donc ça, j'imagine que c'est un slide que vous avez vu de nombreuses fois depuis hier. Mais le soutien à ces sponsors est vraiment important pour permettre à des événements comme Agile Grenoble d'exister. Et leur soutien sans faille permet vraiment d'avoir de belles journées comme aujourd'hui, hier et sans doute demain. Continuons. Donc, je m'appelle Anne Briag, je suis coach agile depuis maintenant un certain nombre d'années. Je viens de l'IT, je suis une ancienne développeuse. J'ai fait de la gestion de projet en mode, on va dire, traditionnel cycle en V. J'ai fait de la direction de projet. Et en 2008, j'ai eu la chance d'embarquer sur une équipe agile où j'ai tenu en fait mon premier rôle de Scrum Master. Et depuis, en fait, j'ai pas quitté la sphère agile. J'ai été Scrum Master, j'ai été Product Owner, plutôt sur des produits techniques liés à de la sécurité informatique. Et depuis maintenant un nombre d'années certains, ça doit faire 8 ans, je pratique comme coach. Les conférences, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est un des outils principaux de ma veille. Et du coup, je me fais une joie de repartager avec la communauté le fruit de mes réflexions, de mes trouvailles. Que ce soit en tant que conférencière, donc depuis quelques années, ou en tant que Corga, donc de l'autre côté du rideau par rapport à mes camarades d'Agile Grenoble. À date, côté Orga, je suis active sur les 4 conférences dont je vous ai mis les logos. Mais vous n'êtes pas là pour entendre parler de moi, vous êtes là, j'imagine, pour entendre parler de problèmes. Pour bien commencer, en fait, j'avais prévu une activité sur Mentimeter, mais j'ai un problème technique qui fait que je n'arrive pas à la jouer. Donc, je voudrais vous inviter en fait à partager dans le chat ce que vous évoque le mot problème, spontanément. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand quelqu'un, dans une discussion, dans un cadre professionnel ou non d'ailleurs, parle de problème? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Qu'est-ce que ça évoque en vous? Quels sentiments? Comment est-ce que vous accueillez ce mot-là? Ah, je vois qu'il y a déjà des optimistes. Solution à trouver, un aspect négatif, de la peur, de l'appréhension. Est-ce que je vais réussir? Des difficultés. Il y a des gens qui parlent de solutions, c'est bien. La notion de compromis, appel à l'aide, blocage, difficulté, résolution, challenge. Pas mal de choses en fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a quand même pas mal de mots qui, en tout cas de mon côté, ont une connotation assez négative. On parle quand même de crainte, on parle de peur, on parle de challenge. En tout cas, il y a un minimum de l'inconfort. Et oui, en effet, je dirais dans notre culture, le problème, c'est pas quelque chose qu'on a envie de fréquenter assidûment. On souhaite à minima les résoudre le plus vite possible, ou en tout cas, on essaie de ne pas cohabiter longtemps avec eux, soit par des stratégies d'évitement, soit effectivement parce qu'on essaie de les résoudre. Et c'est un peu le propos de la session que je vais partager avec vous, en fait, c'est que cette vision du problème, en fait, il y a vraiment un aspect culturel très fort. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est un peu la façon dont la pensée Lean envisage les problèmes, et vous montrer qu'en fait, suivant comment vous voyez les choses, le problème, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, justement. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Lean, qui connaissent bien le Lean dans l'assistance?
A priori, non. Bon, je vais vous faire une introduction, alors ultra rapide, hein, pardonnez-moi à nouveau, de Lean. Alors, quand je parle de Lean, je vais surtout vous parler de ce qui vient en fait du Lean Manufacturing. Donc, vraiment inspiré typiquement par toute la partie Toyota Production System. Lean, c'est présenté par certains, voire beaucoup, comme étant avant tout une démarche d'amélioration continue qui est vraiment basée, alimentée par de la résolution de problèmes. Dans ce contexte-là, vous avez commencé à le percevoir, la résolution de problèmes, c'est vraiment quelque chose qui est central, c'est quelque chose d'important, auquel on prête une attention assez énorme. Et la définition du mot problème en ligne n'est pas forcément celle que vous avez en tête quand vous avez répondu à la question. Quand on parle de problème en ligne, en fait, on parle d'une situation où il y a un écart qui est mesurable, donc vraiment quelque chose qui est basé sur de la donnée, où on a des indicateurs, quelque chose finalement très concret, très factuel, un écart entre la performance que vous constatez à date sur votre système et la performance qui est souhaitée. C'est vraiment ça un problème. Et on va même partir du principe que si ce n'est pas mesurable, on ne va pas utiliser le mot problème, on va typiquement parler de soucis. Et à la base de Lean, c'est de la résolution de problèmes, pas des soucis. Donc c'est vraiment ça la définition d'un problème. Ce que ça entraîne notamment, c'est que là, on vous a parlé d'écart par rapport à une situation souhaitable, situation mesurable. Du coup, ce que ça génère, quand vous commencez une démarche de résolution de problème, c'est d'être extrêmement clair sur ce fonctionnement souhaitable. Quel est le fonctionnement idéal que vous souhaitez atteindre, de façon à mesurer en fait précisément l'écart entre le constat à date, la situation souhaitée. Et l'idée, c'est vraiment de se projeter sur ce fonctionnement souhaitable et bien comprendre en fait toutes les facettes du fonctionnement souhaitable, sur en fait toutes les dimensions de votre écosystème. Typiquement, les attentes de votre client. Mais pas seulement. On va aussi s'intéresser aux attentes de l'équipe, aux attentes des équipes en proximité qui travaillent en interface, qui sont typiquement les équipes autour de vous, avec lesquelles vous avez des dépendances, à qui vous faites des demandes. On va même pousser un cran plus loin, on va s'intéresser aux attentes, aux besoins de vos partenaires, de vos fournisseurs, y compris, et on va aussi intégrer dans la réflexion les attentes et les besoins de toute la partie managériale, de l'organisation, de la réponse par exemple à la stratégie de la société. Vous voyez, c'est vraiment une situation idéale qu'on va essayer de décrire précisément sur tous ces aspects. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de multidimensionnel. Et le fait en fait de s'attacher à décrire précisément cette situation, en fait, ça va vraiment être une incitation à vous intéresser de façon assez détaillée à l'ensemble de votre écosystème. Là où vous pouvez être tenté d'avoir une vision, une réflexion qui est centrée sur les besoins de votre équipe, Lean va vous inciter en fait à quelque part ouvrir une porte et vraiment considérer l'intégralité du système. Donc en fait, ce problème que vous avez mesuré, que vous avez constaté, il va commencer par se comporter comme une invitation à améliorer le contexte dans lequel vous opérez. C'est déjà une énorme occasion d'apprentissage. Donc déjà, rien qu'avec ça, le problème n'est peut-être pas si négatif que ça. Il y a déjà un impact positif. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous avez en gros vraiment qualifié votre problème, l'étape suivante, comme certains d'entre vous l'ont dit spontanément, ça va être de commencer à essayer de résoudre. Et en Lean, quand on parle de résolution de problème, il y a vraiment deux pans qui sont fondamentaux. Le premier pan, je pense que c'est celui que vous avez tous identifié, c'est tout simplement le fait d'avoir mis en place une solution, on va plutôt parler de contre-mesure d'ailleurs, efficace, qui permet de faire en sorte que l'écart que vous avez constaté au niveau de vos indicateurs entre la situation à date et ce fonctionnement idéal, en fait cet écart, il est réduit à néant, il disparaît. Vos indicateurs vous prouvent que votre système est à l'état souhaitable. Donc quelque part, d'un point de vue totalement factuel, le problème n'est plus là, il n'existe plus. Pour autant, à ce stade de la réflexion, Lean considère que le problème n'est pas résolu. Le problème, en fait, il ne sera résolu qu'à partir du moment où vous aurez opéré un apprentissage. À partir du moment où les personnes auront vraiment compris ce qui s'est passé et auront fait passer l'étape d'améliorer leur façon de travailler, d'améliorer potentiellement le système, de façon à faire en sorte que ce problème, celui que vous avez traité, ne puisse pas se reproduire. Et tant que cet apprentissage n'est pas constaté, n'est pas ancré,
le problème n'est pas résolu. Résoudre un problème en ligne, c'est pas uniquement mettre une rustine sur un pneu qui fuit. C'est faire en sorte que, en fait, votre pneu ne crève plus quand vous roulez sur un pneu. Que la même cause ne puisse pas générer à nouveau ce problème-là. Ce qui veut dire que, au-delà en fait de cette résolution de choses potentiellement anecdotiques, je dirais, il y a vraiment cette dimension humaine qui fait que le problème en ligne, c'est avant tout considéré comme une occasion d'apprentissage, une opportunité pour vos collaborateurs, votre équipe, d'améliorer leurs connaissances, potentiellement d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, et surtout d'améliorer le processus de travail. Je le répète, c'est vraiment centré sur la personne. Donc au final, un problème, de ce qu'on vient de voir, c'est à minima deux belles occasions d'améliorer votre compréhension du système et, quelque part, les compétences de votre équipe. C'est pas mal quand même pour un truc qui, à la base, est perçu comme étant très négatif. Et vous voyez, le regard du lead sur le problème, ben, en fait, c'est pas le regard qu'on a spontanément. Et c'est pas fini. Améliorer le processus de travail, toujours d'un point de vue lean, ça peut se faire à 4 niveaux. Il y a un peu 4 types de problèmes qu'on a identifiés. Le premier problème, c'est le niveau 1, c'est la situation où, typiquement, vous êtes en incident. Le système ne rend plus le service, vous avez vraiment une rupture sur votre chaîne de production, votre application est tombée. Et là, vous n'êtes pas du tout sur gérer de l'amélioration, vous êtes plutôt sur du rétablissement de service de la gestion d'incident. C'est le niveau 1. La seconde typologie de problème, c'est quand vous constatez la situation que je viens de vous expliquer, à savoir un écart entre la situation à date et votre fonctionnement souhaité, votre standard à date. Ça, c'est la seconde catégorie de problème. Dans la littérature Lean, on va aussi considérer 2 autres types de problèmes qui sont, à première vue, pas naturellement des problèmes. Le troisième type de problème, c'est en fait, vous êtes en train de modifier votre standard, donc la chose à atteindre, le fonctionnement que vous souhaitez, de façon à en augmenter la qualité, à en augmenter les attentes. C'est le niveau 3. Donc au final, vous ne ferez rien, votre système fonctionne correctement, mais vous avez décidé d'augmenter votre standard, et du coup, vous constatez un écart entre la situation souhaitée et la situation à date. C'est typiquement la définition du problème. Et le quatrième type de problème, c'est vraiment une façon complètement différente, potentiellement, de faire évoluer votre système. C'est vraiment le côté les ouvertures au possible. Ce qui se passe, en tout cas ce qui est constaté, c'est que suivant ces typologies de problèmes, vous n'allez pas avoir en fait la même type de solution à apporter, ni même la même démarche. Pour les catégories 1 et 2, ce sont des problèmes en fait qui vont apparaître dans votre système, malgré vous, j'ai tendance à dire, et on va plutôt être en réponse, à savoir, il y a un incident, vous le gérez, il y a un écart avec le standard à date, vous le gérez, vous le subissez quelque part. Les problèmes de catégorie 3 et 4, en fait, leur caractéristique, c'est que quelque part, vous êtes à la base du problème. C'est vous qui l'avez créé. En modifiant, en gros, le standard que vous souhaitez atteindre. Et du coup, si vous l'avez créé, et la façon de l'adresser va être radicalement différente. Comme vous le créez, comme vous êtes à l'origine du problème, vous ne le subissez pas. Vous êtes en capacité d'avoir une démarche proactive. Typiquement, comme je vous le disais, ces 2 dernières catégories, c'est de l'amélioration continue. Vous cherchez à atteindre une performance supplémentaire, vous cherchez à atteindre une qualité supplémentaire. Et là encore, l'amélioration continue, ça fait partie de l'ADN du Lean. Ça fonctionne comme ça. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'en fait, les solutions de résolution de problèmes à appliquer ne sont pas les mêmes suivant les catégories. Sur les catégories 1 et 2, l'approche traditionnelle de résolution de problèmes, l'analyse, donc la recherche des causes, fonctionne très très bien. Sur les catégories 3 et 4, ça ne marche pas. Vous avez créé le problème et du coup, les techniques traditionnelles, les techniques habituelles ne fonctionnent pas. Ce que la littérature indique, notamment le livre dont je vous ai ajouté la couverture sur ce slide, c'est que là, vous entrez en fait dans une approche
qui nécessitent, enfin, vous êtes dans des situations qui nécessitent des approches de résolution de problèmes créatifs. Grosso modo, vous allez avoir besoin d'être créatif, vous allez avoir besoin potentiellement d'aborder des sujets innovants, ou en tout cas de regarder très différemment les choses. On n'est pas sur la résolution de problèmes traditionnels. J'en arrive à la pensée latérale, qui était l'autre mot, l'autre pan de mon sujet. En fait, la pensée latérale, même si vous ne savez pas forcément ce que c'est sous ce terme-là, vous l'avez peut-être croisé par le biais d'un exercice qui est assez répandu dans la communauté agile, qu'on appelle typiquement les 6 chapeaux. Donc les 6 chapeaux, c'est quelque chose qui a été partagé par Édouard de Bono, donc, qui est l'auteur du livre Les 6 chapeaux. Hop, j'ai un problème d'animation. Et cette approche, en fait, qui est typiquement de la pensée latérale, ça va vraiment consister à vous inciter à appréhender une situation, à regarder en fait une situation, un problème, en vous forçant à adopter de nouvelles perspectives, de nouveaux angles, qui vont en gros vous sortir de vos habitudes, vont vraiment vous inciter à considérer les choses avec un autre regard, au lieu d'utiliser une technique éprouvée, la démarche habituelle. Est-ce que vous avez déjà utilisé les 6 chapeaux, typiquement? Que ce soit en rétrospective, en situation de crise ou autre? N'hésitez pas à réagir sur le chat. Ouais. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne peux que vous inciter à regarder. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter le livre. Hein. C'est quelque chose maintenant qui est largement répandu dans la communauté, qui est très très bien documenté. Et c'est typiquement effectivement une approche créative de résolution de problèmes qui, je pense, est la plus connue en fait dans la catégorie de la pensée latérale. Donc c'est un très bon exemple pour ceux qui connaissent. Mais retenez que c'est ce principe-là, en fait, la pensée latérale. C'est vraiment se forcer à changer de perspective pour voir les choses autrement. Bon, c'est quand même un atelier. Là, pour l'instant, on a fait pas mal de slides. Le but, quand même, c'est de vous permettre de manipuler un peu concrètement ce que ça veut dire que d'utiliser des approches de pensée latérale. Pour ce faire, je vous ai préparé toute une série de petits exercices que vous pouvez traiter seul ou en groupe, si vous le souhaitez. J'avoue que je ne savais pas trop combien de personnes j'aurais, j'ai pris des choses qui pouvaient se faire, on dirait, complètement indépendamment du nombre de personnes. Vous inquiétez pas, hein, le support sera partagé, vous pourrez le récupérer. Et comme vous n'allez pas tarder à le voir, il y a aussi des solutions dans le support. Ce que je peux vous proposer en termes de dynamique, c'est peut-être... Alors, les solutions, vous pouvez les régler en individuel, il n'y a pas besoin d'un travail de groupe. Du coup, ce que je vous propose, c'est... Je vais vous partager à chaque fois un énoncé de problème. Je vais vous inviter, du coup, à le traiter peut-être chacun chez vous. N'hésitez pas à vous munir de feuilles et de stylos. Ça va pouvoir vous aider, notamment pour les prochains problèmes que je vais vous partager. Donc, le principe que je vous propose, c'est, je vais vous lire l'énoncé, et je vais vous laisser quelques minutes. Et la première, quand vous pensez avoir trouvé la solution, je vous propose de la partager dans le chat avec tout le monde. Donc, j'ai le chat sous les yeux. Et on va dire que la première personne qui trouve la solution à un problème gagne ma reconnaissance éternelle, à défaut de cadeaux physiques. Est-ce que ça vous convient? Combien de minutes ils ont? Autant de minutes qu'ils veulent. Kindimo consent? Pardon. Alors allons-y. La première situation que je vous décris est la suivante. Une femme rentre dans un grand magasin et elle remplit son caddie à ras-bord. Vraiment, ça déborde. Imaginez les caddies ultra pleins en mode Black Friday. Elle quitte le magasin sans payer par la grande porte et personne n'essaie de l'intercepter, personne n'appelle le vigile, tout se passe bien. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que cette femme a fait pour réussir ce coup-là? C'est la propriétaire du magasin.
Elle n'a pas emmené le caddie, elle est la propriétaire du magasin, il n'y a personne apparaît dans le magasin. Elle a laissé le caddie dans le magasin. Ah. Ah ah. Alors ça, c'est un énoncé qui est classique. Et effectivement, en fait, quand vous avez les réponses qui sont fournies sur le chat, elles considèrent bien une perspective qui est en fait différente que celle que j'ai amenée par l'énoncé. Alors, ce n'est pas exactement la réponse officielle, mais vous en êtes tous très proches. Alors, sauf celle de Nicolas, elle est quand même sortie avec le caddie. La réponse officielle est la suivante, c'est qu'en fait, c'est tout simplement une employée du magasin et que ce qu'elle a sorti, c'est des choses qu'il fallait sortir du magasin. Typiquement, des trucs à jeter. Elle a gagné un jeu concours, remplissez votre caddie. Oui, ça marche aussi. Bah bravo! Bravo, bravo. Caddie. Est-ce que j'ai mal écrit caddie? Ah oui, j'ai mal écrit caddie. Aussi. Ok. Prêt pour l'exercice suivant? Le panier. Imaginez un panier qui contient 6 œufs. 6 personnes viennent, chacun prenne un œuf. Et pourtant, il reste un œuf dans le panier. Comment est-ce possible? Alors non, le panier contient vraiment 6 œufs. Dire qu'il en contient 16, ça serait mentir sur l'énoncé, ça serait quand même pas très très élégant. Ah, j'adore. Le prendre, elle repose. Une personne a pris un œuf à quelqu'un d'autre. Prends l'œuf dans les mains d'une personne. Une personne a pris un œuf qui était à côté du panier. Non, non, tous les œufs étaient dans le panier, promis. Une personne a reposé. Non, les 6 personnes partent toutes avec un œuf. Ah. Hein, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé encore. Non, non, il y a un seul type d'œuf. Ils sont tous identiques. J'ai pris le panier avec l'œuf. C'est exactement ça. Bravo, Guillaume. Ah, ok. Voilà ce que ça donne. Vous avez 6 personnes. Tout le monde repart avec un œuf, mais vous avez une personne qui repart en plus avec le panier. Et là, vous voyez, on est encore sur des énoncés qui sont extrêmement simples. Clarifier le contexte, oui. Mais c'est souvent, enfin, dans la vraie vie, on a rarement toutes les infos de contexte du premier coup. Et là encore, je suis là et je réponds à vos questions. J'aurais très bien pu jouer l'animatrice de jeux télévisés qui lit sa fiche et c'est tout. Le tunnel. Alors, je pense que vous avez tous vu des photos de camions qui ont été, de conducteurs de camions qui étaient légèrement optimistes et qui pensaient pouvoir passer, alors que, non. Et on va être typiquement dans ce genre de situation. Un chauffeur de camion doit passer par un tunnel, or le camion est un tout petit peu trop haut, de quelques centimètres. Et pourtant, il arrive à passer sans encombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il est possible d'avoir des toolbox avec plein d'exercices de genre. Il y a des livres en référence à la fin. Guillaume est toujours aussi en forme. C'est ça, la solution, c'était de dégonfler légèrement les pneus du camion pour que ça passe. Donc la résolution du problème, en fait, n'était pas sur la partie qui coinçait du camion. Elle était sur le fait de trouver un autre levier ailleurs dans le système qui était proposé par l'énoncé. C'est exactement ça. Ça va, je pense que vous avez commencé à bien piger comment ça fonctionne. Félicitations. J'en ai encore en stock. Les verres. Imaginez une rangée de 6 verres et seuls 3 contiennent des boissons, les 3 premiers de la rangée. Je vais vous demander de ne toucher qu'un seul verre, de ne déplacer qu'un seul verre et de faire en sorte que les verres pleins et vides soient alternés. Qu'est-ce que vous faites? Je vide le deuxième dans le troisième.
Non, le troisième en partant de la gauche, il est déjà plein. Donc, c'est pas ça. Cinquième, pardon, c'est moi qui ai mal lu. Désolé, Daisy. Et bien, vous savez quoi? Vous êtes vraiment en pleine forme. Parce que c'est exactement ce qui se passe. On a pris le second verre et on l'a tout simplement versé dans le cinquième en le reposant. Donc, vous n'avez touché qu'un seul verre. Pas mal, hein? Bravo, Daisy. Et bravo, Pascal. J'augmente un tout petit peu la difficulté. Imaginez le cas d'un professeur des écoles qui sait qu'il va avoir à subir une inspection. Et que cette inspection va comporter un exercice, à savoir que l'inspecteur va poser des questions sur le programme, hein, des choses assez simples aux élèves, et qu'il va permettre au professeur en fait, de choisir l'élève qui va répondre parmi ceux qui se sont manifestés. Quelles consignes le professeur peut-il donner aux élèves de façon à faire la meilleure impression possible auprès de l'inspecteur, tout en maximisant la chance pour que toutes les réponses fournies à l'inspecteur soient les bonnes? Répondez sincèrement, c'est-à-dire... Non, les élèves sont tous dans la même classe. C'est vraiment un exercice d'inspection où vous avez un tiers qui vient évaluer en fait le niveau des élèves d'une classe. Et ils sont bien tous dans la même salle. On n'est pas en mode Covid, de télétravail et compagnie. Il donne les bonnes réponses. Non, il ne peut pas donner les bonnes réponses, donc il ne sait pas quelles sont les questions qui vont être posées. Les élèves lèvent la main seulement s'ils connaissent la réponse. Alors ça marche pour la qualité de la réponse, mais vous pensez vraiment que en termes de bonne impression, ça va marcher auprès de l'inspecteur? Si typiquement l'inspecteur pose une question et qu'il n'y a que 2 élèves sur 20 qui connaissent la réponse, que pensez-vous que ça va faire comme effet? Sur une question simple, hein, quelque chose qui est au programme, aucune difficulté, pas de piège. Décalage de question, la réponse est celle de la question précédente. Non, ça ne marche pas. Imaginez typiquement une classe de primaire où les profs ne sont pas spécialisés. Et en fait, vous pouvez très bien avoir la première question, je ne sais pas, sur du calcul mental, la seconde question, une question d'orthographe, et la troisième question, une question de géographie. Vous faites comment? Chacun fait une proposition et ils construisent la réponse ensemble. Non, force du collectif, ça ne marche pas sur ce genre d'exercice imposé. Le problème, c'est qu'il faut convaincre l'inspecteur qui n'a absolument pas l'intention de changer sa grille d'évaluation, on va dire. Alors, je vous avais prévenu que la difficulté allait un peu augmenter. Il a donné les réponses avant. Mais non. Oui. Alors, le problème, c'est s'il n'y a qu'un seul élève sur 20 qui connaît la réponse, ça ne fait pas très très bonne impression. Et c'est forcément l'inspecteur qui pose la question. Il y a des gens joueurs qui testent vraiment les règles, mais là, pour le coup, non, l'énoncé est complet. Alors, dire bonjour, oui, mais ça ne répond pas du tout à l'évaluation des connaissances. Mais effectivement la politesse, ça donne des points. Bien réviser avant, le problème, c'est qu'il ne connaît pas du tout les questions qui vont être posées et qu'il ne peut pas demander à tous ses élèves de tout réviser pour le lendemain. Ça ne marche pas, typiquement si on est en fin d'année. Il prend les élèves de la classe supérieure. Non, ça ne marche pas non plus. Ça. Il prend les parents. Alors, c'est pas faux, je ne suis pas sûre. Le jeu du calamar, je ne connaissais pas. Se prend une balle. Alors, en termes de méthode éducative, je ne suis pas très sûre que l'éducation nationale soit d'accord. Et les parents d'élèves, j'ai un doute. Ah. Une série coréenne. Ah, c'est Squid Game. D'accord. Il faut un petit geste que connaît le prof, mais pas l'inspecteur. Ah, bonne piste. Stéphane a la piste, en fait.
Alors, dire aux élèves que l'inspecteur est là pour apprendre d'eux, oui, mais s'ils ne connaissent pas la réponse, ils ne connaissent pas la réponse. Et fais absolument pas confiance à des élèves de primaire pour ne pas inventer des trucs improbables. Vous voulez chercher encore un peu? C'est chaud. Je vous ai donné un indice, hein, Stéphane a vraiment la bonne piste. Il cligne des yeux s'il connaît sa réponse. Alors, au fond de la classe, compliqué à interpréter. Posez une question sur l'élève lui-même, car il les connaît bien. Eh non, ils ont tous des antisèches non plus. Non, c'est forcément, comme je l'ai dit, une question sur l'arithmétique, sur comment est-ce qu'on écrit éléphant, je ne sais pas, quelle est la capitale de la Suisse. Imaginez vraiment le programme de primaire, en fait, ou d'un CM1. La manière de lever la main. Bravo, Christophe. C'est exactement ça. Je vous montre la réponse? Le professeur demande aux élèves de lever systématiquement la main, quelle que soit la question posée. Et tant pis s'ils ne connaissent pas. Par contre, il y a un code. Les élèves qui connaissent la réponse lèvent la main droite. Les élèves qui ne connaissent pas la réponse lèvent tout simplement l'autre main. Et ce que va faire le professeur, c'est qu'il va systématiquement choisir un élève qui a levé la main droite. Et en théorie, c'est suffisamment discret pour que l'inspecteur, en fait, ne se rende pas compte du petit manège. Bon, c'est pas très professionnel de ma part, hein, mais là, je suis en train de vous expliquer comment tricher. Oui, après, effectivement, la gauche et la droite, tant pis. Mais vous voyez, typiquement, ce genre de problème, avec une résolution de problème classique, c'est impossible. Vous n'avez aucune idée de comment prendre le sujet, comment le gérer. Et c'est pour ça que ces approches créatives, le fait de vraiment prendre du recul et de considérer la situation sous d'autres angles de vue, c'est vraiment fondamental. J'ai pas fini, hein. J'ai encore des sujets en stock. Parce qu'on a encore quoi, un bon quart d'heure, on va dire. J'espère que vous avez pris du papier et un stylo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller en chercher. On va passer à une nouvelle catégorie, les problèmes graphiques, les problèmes visuels. Donc, sur la figure que je vous propose, je vais vous demander de supprimer 2 traits et de faire en sorte qu'on ait 2 carrés. Quels sont les traits que vous supprimez? Alors, pour identifier les traits, je vous propose de donner les coordonnées en mode numéro de ligne et position en colonne. Par exemple, le premier trait complètement en haut à gauche, ça va être première colonne, première ligne. Ça vous convient? Quels sont du coup les traits à enlever pour avoir 2 carrés? Et on n'enlève que 2 traits. Deuxième colonne, première ligne. Et première colonne, deuxième ligne, une première colonne. Troisième colonne. Ok. Troisième colonne, colonne 4. Et quatrième colonne, troisième ligne. Et il n'y a pas de quatrième colonne. Là, Nicolas, tu m'as perdu. Je ne vois pas du tout. Pour moi, il y a en gros 3 lignes verticales, 3 lignes horizontales. Du coup, je ne vois pas où est la quatrième colonne. Je suis désolée. D'autres propositions ou vous séchez? Guillaume.
Ouais, c'est une des solutions, effectivement. Ce que vous a partagé Guillaume doit vous donner des pistes pour la solution. Alors en fait, Guillaume, ce que tu as fait, c'est quelque chose d'assez équivalent en fait à la solution que moi j'avais en tête, euh, qui est en fait tout simplement celle-là. Donc en supprimant, alors c'est le symétrique de ce qu'a fait Guillaume, on a deux carrés imbriqués l'un dans l'autre. Et du coup, ça fait bien deux carrés. Ouais, effectivement, ceux-là sont. Alors, quand je l'ai fait en physique, ça, typiquement, vous pouvez le faire avec des allumettes. Vous dessinez la forme en positionnant des allumettes sur une table et vous demandez aux personnes de n'enlever que 2 allumettes. Donc là, le passage au digital de ce genre d'exercice est un peu plus compliqué. Par contre, en physique, quand vous mettez tout votre petit groupe autour d'une table, c'est super intéressant à faire. Et je vous encourage de le tenter parce que c'est aussi extrêmement intéressant à, euh, à observer sur comment le groupe réagit par rapport à ça. Je prends l'idée d'amélioration, Frédéric. Ouais, bonne idée. Je vais faire ça et je ferai ça dans le support que je vous partagerai. Toujours dans les visuels. Il y a une ligne qui a été tracée à la craie sur une ardoise. Vous n'avez pas le droit d'effacer quoi que ce soit. Comment est-ce que vous la rendez plus petite? Bravo Daisy, c'est exactement ça. Alors incliner l'ardoise, non, ça marche pas. C'est Daisy qui est la bonne solution. Bravo. Effectivement, j'ai dit plus petite. Et plus petite que, ça marche, ça répond strictement à l'énoncé. Et oui, je suis un tout petit peu sadique sur certains aspects, je l'avoue, mais c'est quand même beaucoup plus drôle pour jouer comme ça. On arrive à la fin. Celui-là, c'est un classique, vous le connaissez peut-être déjà. Il s'appelle en fait les 9 points. Donc je vous propose du coup de dessiner 9 points sur une feuille et de tracer 4 lignes droites maximum pour relier tous ces points, sans lever vos stylos, sans repasser sur un trait. Et c'est exactement ça. Alors pour le coup, quand j'ai proposé l'atelier, je ne savais pas qu'il y aurait cette keynote. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait lieu juste avant ma session est assez marrant. Alors quand je dis que c'est un classique, c'est pas du tout une invitation à aller chercher le nom de l'exercice et sa correction sur Internet. On est d'accord. Là, c'est pareil, ça sera beaucoup plus simple, effectivement, si vous pouvez partager une photo ou une copie d'écran de la solution. À décrire à l'écrit, c'est vraiment compliqué. Mais c'est un classique, il est assez fun, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous le partager. Il n'y a plus d'activité sur le chat. Soit j'ai fait fuir tout le monde, soit ils sont tous en train de réfléchir. Est-ce que c'est parce qu'il y a... Vous entendez bien tous? Je pense qu'il y a... Oui. Ah, ok. Et oui, Stéphane, c'est un classique. En général, il est connu.
comment montrer la solution? Alors, vous pouvez soit faire une copie d'écran, mais si c'est trop compliqué, ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous montrer la solution et comme ça, vous voyez si vous étiez bien parti ou pas. Le but, hein, c'est pas de prouver quoi que ce soit, c'est vraiment de vous inciter en fait à pratiquer ce genre d'exercice pour habituer en gros votre cerveau à vraiment regarder presque naturellement avec les différentes perspectives. La solution, bah, c'est typiquement quelque chose comme ça. Donc après, il y a plein d'orientations différentes, mais voilà ce que ça peut donner. Et c'était le dernier. Ce que je vous propose, c'est de prendre extrêmement rapidement, on va dire 2 minutes pour faire un débrief, pour me faire vos retours. Comment est-ce que vous avez vécu ces exercices? Est-ce que ça vous a un petit peu chamboulé dans vos façons d'aborder justement la résolution de ce type de problème? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, sortir des solutions classiques. Et c'est vraiment ça le message fort que je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'est que certains problèmes, si vous utilisez les démarches de résolution classique, vous n'allez pas avoir des solutions qui sont satisfaisantes. Et c'est vraiment des habitudes à prendre. C'est un peu... parce qu'en général, on a tous été formés à la résolution de problèmes classiques, hein, les diagrammes en arête de poisson, l'analyse de root cause et tous ces trucs-là. En général, on l'a appris, et on pratique, et on pratique, et on pratique. Et la difficulté, c'est que parfois, il faut réussir à désapprendre ces choses-là pour vraiment ouvrir les yeux et voir de nouvelles perspectives. Et c'est vraiment nécessaire. Et c'est difficile. Et pourtant, certains problèmes, notamment ceux qui, en tout cas, dans l'IN, sont identifiés comme ceux qui vont vraiment vous permettre d'améliorer la performance de votre système, nécessitent des approches créatives. Elles nécessitent ce genre de réflexion, de challenge, typiquement des énoncés, de challenge des contraintes. Si vous restez sur les approches traditionnelles, les approches classiques, vous allez vraiment passer à côté d'opportunités. Exactement. Très bonne remarque de Guillaume. En tant qu'être humain, on va avoir tendance à ajouter automatiquement des contraintes qui n'en sont pas. Et des contraintes qui, typiquement, ne sont pas partagées naturellement avec les autres êtres humains, typiquement de votre équipe. Et le fait de réussir à simplifier et identifier ce qui est vraiment une contrainte, à revenir à l'essence du problème, c'est quelque chose qui nécessite de la rigueur. Si on se laisse embarquer par nos habitudes, il y a peu de chances d'y arriver. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Guillaume. Bon, avant que je me fasse expulser, je veux quand même vous montrer la fin. En conclusion, le message vraiment fort que je voulais passer avec vous, c'est que même si quand on a parlé de problèmes en tout début de l'atelier, il y a pas mal de mots à connotation négative qui sont ressortis, je vous invite vraiment à considérer les problèmes différemment. Il n'y a pas à en avoir peur. Un problème, vous pouvez le prendre comme un sujet, par exemple, intellectuellement challengeant. Quelque chose qui va vraiment pouvoir faire appel à votre créativité et va vous permettre même à vous de grandir. J'ai même tendance à dire que sur un système, si vous n'avez jamais de problème, alors là, il y a un gros problème. Parce qu'il y a forcément des choses qui se passent. Et si vous n'identifiez pas de problème, c'est peut-être tout simplement que vous ne regardez pas là où il faut ou que vous ne regardez pas correctement ce qui se passe. Ne pas avoir de problème en ligne, ça veut dire que quelque part, vous ne mettez pas en œuvre d'amélioration continue. Vous êtes content avec le système tel qu'il est. Et ça, pour des agilistes, ça doit picoter un peu. L'amélioration continue, c'est vraiment à la base de l'agilité. Et le fait de se contenter du statu quo, c'est pas un bon signe. Il faut vraiment que j'accélère parce que je vais vraiment bien l'expliquer. Dans le lean, et par extension dans l'agilité, c'est en résolvant les petits problèmes, les petits trucs qui frottent, les petits trucs qui picotent, systématiquement, au quotidien, qu'on fait progresser l'organisation, mais aussi les membres de l'équipe, aussi les individus. Et le dernier point, loin de moindre, c'est qu'en fait, les problèmes, ce sont des opportunités.
et des opportunités que quelque part, en tant que professionnel, on a le devoir d'explorer, le devoir d'exploiter, parce que c'est un énorme gisement de possibilités. Je vous ai mis dans le support, hein, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, des livres. Quelques livres sur le Lean, parce que même si vous n'êtes pas familier du Lean, je vous encourage vraiment à aller regarder un minimum. Si vous avez très peu de temps à consacrer au sujet, lisez Basic Lean. Je crois qu'il est traduit en français. Le livre est vraiment tout petit et il est très bien fait. Il y avait une question sur des cahiers d'exercice et compagnie. Alors, des cahiers d'exercice sur la pensée latérale, vous allez en trouver énormément. Il y en a même qui sont conçus pour des enfants. Mais il y a aussi toute une série de livres qui ont été écrits sur la pensée latérale, plus dans un contexte professionnel, plus sur des problèmes, en gros, tels que ceux que nous rencontrons. Là-dessus, je vous conseille vraiment ces deux-là. Donc, le livre Pensée latérale d'Edward de Bono, et un autre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Leader Guide to Lateral Thinking Skill, de Paul Sloan. Paul Sloan est quelqu'un qui écrit beaucoup sur la pensée latérale, et il a notamment produit justement ces fameux catalogues de problèmes. Donc, n'hésitez pas, ça se trouve assez facilement sur Amazon, même si je ne devrais pas dire ce genre de choses. Dernier point, très rapide. D'autres approches sont possibles, notamment un truc qui s'appelle l'analyse rétrograde. Dans le slide, je vous ai mis un TED de 5 minutes qui fait très bien une présentation par un maître d'échecs de la façon dont il résout des problèmes et comment le fait de partir de la fin et de remonter en fait le problème jusqu'à la source marche très bien. Et ce n'est pas du tout une analyse de cause rationnelle. Si on avait eu quelques minutes de plus, j'aurais adoré qu'on prenne du temps pour poser des questions, mais si je ne vais pas vite, je vais pénaliser l'orateur suivant, et ça serait vraiment pas sympa du tout de ma part. Il me reste juste à vous partager le lien vers le ROTI. N'hésitez pas à me faire de retour, des propositions d'amélioration. J'ai noté la numérotation des lignes pour le problème du carré. Je vous remercie du fond du cœur de vous être prêté au jeu. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que j'ai piqué votre intérêt. J'espère que vous aurez envie de jouer avec ce genre de choses et que surtout, vous allez commencer à pratiquer ce genre d'approche dans votre quotidien. Merci à tous, en tout cas, pour le temps que vous m'avez accordé. Au revoir. Oui, c'est tout bon. C'est terminé. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à tous. On va organiser la session suivante. Donc, pour tous ceux qui restent, bienvenue. On va vous remettre sur les tables et le temps juste de connecter les ordinateurs. On est à vous tout de suite. Vous pouvez faire une pause, boire un verre, marcher un peu, bouger. On arrive tout de suite. Merci beaucoup.